Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voyons ensemble les titres sommaires de ce journal. Le vice-président de la République sur l'autoroute du Nord ce vendredi pour l'ouverture de la section Yamoussoukro-Tiébissou. Les travaux lancés en 2017 ont abouti à 36 km de bitume construit à hauteur de 82,7 milliards de francs CFA. La voie sera ouverte au public dès demain. Le forum Investir en Côte d'Ivoire en marge du sommet États-Unis-Afrique, les opportunités de l'économie ivoirienne présentées aux hommes d'affaires américains. Les autorités ivoiriennes ont vendu un climat ivoirien des affaires attractifs et favorables pour attirer des capitaux étrangers. Et le dossier de ce journal en fait l'état des lieux de la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Après 10 années dans le rouge, le tableau affiche de grands espoirs. Si le VIH-Sida a fait moins peur ces années, le défi demeure, le défi de lutter contre ce virus. Et on le découvre dans la suite de ce journal, c'est dans le dossier Vie d'ici. Merci de nous rejoindre. Bienvenue encore dans ce journal. La section Yamoussoukro-Tiébissou de l'autoroute du Nord, inaugurée ce 16 décembre par le vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Koné. Cette voie est la première section de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké, dont les travaux ont été lancés en 2017. L'ouvrage ouvert au public à partir de demain, samedi 17 décembre. Je vous propose des images de l'inauguration commentées par Jérôme Kofi Aboula. Quand la route passe par là, le développement aussi vient inéluctablement par là. Une façon juste d'illustrer l'idée du penseur en termes de rapport route et développement au moment où l'on procède à la mise en service officielle du tronçon Yamoussoukro-Tiébissou dans le cadre du prolongement de l'autoroute de Yamoussoukro à Bouaké décidé par le président de la République, Alassane Ouattara. Un ouvrage très important pour les Ivoiriens en général, mais surtout pour les populations de cette localité en particulier. Et c'est à travers leur porte-parole que s'exprime leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, via son représentant, le vice-président Tiemoko Mélié-Koné, qui est là pour présider la cérémonie d'inauguration. Tiébissou se retrouve ainsi, par la seule volonté de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au centre de ces actes majeurs de développement. Le Kéwi est heureux de vous accueillir à bras grandement ouverts. Le Vébaoulé et le Grand Centre sont contents et fiers de vous recevoir. Vous êtes donc ici, chez vous. Cette forte mobilisation et la chaleur de l'accueil témoignent un pan de notre tradition contenue dans le verbe qui dit « le bon accueil est le bon plat ». Merci, mille fois merci à son excellent monsieur le président Alassane Ouattara. Les populations du Vébaoulé, réunies comme un seul homme, ont tenu à marquer par leur présence massive et plurielle leur reconnaissance et traduit leur remerciement au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Excellence, monsieur le vice-président de la République, mesdames et messieurs, nous sommes ici rassemblés à Tiébissou parce que les fils et les filles du Grand Centre, c'est-à-dire les populations originaires ou résidentes des districts autonomes des lacs, de Yamoussoukro, de la vallée du Bandama, ainsi que nos frères des autres districts, ont souhaité vous prier de transmettre au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, la gratitude et la reconnaissance qu'elles tiennent à lui exprimer du fond de leur cœur. Ces populations veulent lui dire un grand merci pour l'autoroute qui est ouverte à la circulation ce jour et au-delà pour tous les actes de développement qu'il n'a cessé de poser depuis son accession à la magistrature suprême. Heureux et fier, Amédée Kofi Kwaku présente l'ouvrage non seulement en tant que cadre de la région, mais aussi en sa qualité de ministre de tutelle. La section de l'autoroute que nous inaugurons aujourd'hui prend naissance à partir du croisement de la route de l'aéroport avec la traversée de Yamoussoukro, parcourt 36 km avant de s'achever à quelques encablures du pont sur le lac Caen. Il s'agit d'une autoroute de 14 mètres, donc on a 2 fois 2 voies, avec un terre-plein central de 9 à 11 mètres, c'est-à-dire la partie qui est au milieu de l'autoroute qui varie de 9 à 11 mètres, et une bande d'arrêt d'urgence, c'est-à-dire sur les côtés, de chaque côté, nous avons 2,50 mètres. Cette route se compose
d'une voie express lorsque vous partez de Yamoussoukro sur 6 km 500 qui est éclairée et qui part de Yamoussoukro jusqu'à Séman, et d'une section autoroutière sur 30 km qui part de Séman jusqu'à ici à Tiébitou. Dans son adresse, le vice-président Thiemoko Méliet Koné salue les opportunités que cette session Yamoussoukro-Tiébissou offre à la Côte d'Ivoire et aux populations ivoiriennes. Je me réjouis particulièrement des opportunités à venir car, en effet, cette nouvelle autoroute permettra de faciliter les échanges et d'offrir aux populations riveraines la possibilité de créer des activités génératrices de revenus. En témoignent les aménagements socio-économiques prévus, notamment les aires de service construites tout au long de l'autoroute, avec des lieux de stationnement et des commerces. Je salue cette approche patrimoniale qui contribue à la croissance inclusive tant voulue par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le président de la République démontre ainsi qu'il demeure à votre écoute, vous, population de la région du Bélier, et également à celle de tous les Ivoiriens, afin d'apporter les solutions durables à vos différentes préoccupations. En outre, le vice-président de la République invite les Ivoiriens à faire de ce joyau le symbole d'union et de solidarité. La Côte d'Ivoire poursuit avec constance sa marche sur le chemin du développement. Elle se dote pour ce faire d'infrastructures modernes au nombre desquelles cette belle autoroute, afin de rendre encore plus dynamique la croissance économique et le progrès social. Au moment où nous mettons cette autoroute en service, je vous invite à la regarder comme le symbole d'une Côte d'Ivoire dynamique et conquérante, autour de laquelle nous devons demeurer unis et solidaires. Cérémonie à caractère festif. Elle se veut aussi l'occasion d'échanges de présents. Tableaux, pagnes traditionnels à profusion et plusieurs bœufs composent les dons des populations hôtes au président de la République ainsi qu'au vice-président et plusieurs autres personnalités. C'est avec beaucoup de plaisir que le vice-président de la République, à son tour, fait présenter les dons du président de la République. Dont en numéraire, il s'élève à 20 millions de francs CFA. Cette section Yamoussoukro-Tiébissou est le prolongement de l'autoroute du Nord qui relie actuellement Abidjan et Yamoussoukro de 230 km. Un grand projet qui voit le jour. Les réactions des cadres et de la chefferie traditionnelle à suivre. Les populations sont heureuses et en retour, celle-ci voudrait bien remercier son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, qui a conduit cette œuvre majeure et qui a bien aussi mis le personnel technique à contribution, à savoir le ministre Amédée Kouakou, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, qui a fait du bon travail et les populations sont satisfaites. Il faut adopter une politique de développement. Et aujourd'hui, c'est à travers cette politique que nous reconnaissons le président Alassane Ouattara. Que nous soyons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, il faut adopter le développement. Nous allons continuer nos efforts de sorte à ce que l'année 2023 voit l'inauguration de la section Tiébissou-Bouaké qui est très bien avancée et nous espérons qu'en 2023 nous allons mettre à la disposition des usagers de la Côte d'Ivoire ces 96 km d'autoroute et enfin poursuivre vers le nord. Vous voyez, l'ancienne route qu'on a prêtée dans le temps est complètement dépassée. Alors si le chef de l'État nous a permis d'avoir cette route, je crois que le mot même me manque. Merci. Merci à lui et à son gouvernement. Bientôt, l'autoroute sera prolongée jusqu'au nord. Et donc, c'est un acquis au plan économique parce que ça va redynamiser les activités économiques en termes de rapidité dans le déplacement sur nos routes. Nous avons perdu beaucoup d'hommes dans les accidents. Donc, cette voie qui vient de s'ouvrir nous va droit au cœur. Ça va éviter de nombreux accidents et ça va nous permettre de rallier Yamoussoukro et Abidjan rapidement. Il n'y a pas meilleur cadeau de fin d'année
tout ce que nous cherchons là, c'est ça là. On n'a qu'à laisser aux politiques là, aux politiciens. On n'a qu'à s'entendre et puis travailler. Ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas pour une seule personne. Et puis il n'y a pas dit c'est Goula, c'est Baoulé, c'est Gouro, c'est ça. La route là, c'est pour nous tous. Vraiment, je leur souhaite longue vie. Merci à tout le monde. Voilà des réactions recueillies par Mahama Traoré qui nous fait découvrir le poste à péage qui sera bientôt en service sur cette portion de l'autoroute du Nord. Les revenus engrangés par ce péage vont servir à entretenir donc l'ouvrage, donc la voie Yamoussoukro-Thiébissou. Et si le prix du péage n'est pas encore fixé, Mahama Traoré nous fait découvrir les caractéristiques. On regarde. Pour garder fière allure dans le temps, l'autoroute Yamoussoukro-Thiébissou doit être entretenue constamment. Un poste de péage est donc érigé à 24 km de la sortie de Yamoussoukro. Sa mission, récolter les revenus des passages des véhicules. Suite à l'inauguration de l'ouvrage, le cortège du vice-président de la République marque une escale pour mettre en service cette station de péage. Tiemoko Meliekone et la délégation de personnalités qui l'accompagnent profitent pour vérifier l'état fonctionnel des quais de passage. 5 quais à l'aller, 5 quais au retour, soit 10 au total pour faire face à la densité du trafic et éviter ainsi tout engorgement. En attendant la fixation des coûts prévus en Conseil des ministres, le passage reste pour l'heure gratuit pour les usagers de l'autoroute Yamoussoukro-Thiébissou. Voilà de nouvelles voies pour éviter les engorgements, mais on reste prudent sur les routes en cette période de fête. Un accident s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi sur la côtière entre Sassandra et San Pedro. Les faits, un car d'une compagnie de transport a fait une sortie de route. Le bilan, un décès et 25 personnes blessées. Le ministère des Transports appelle à la prudence et au respect du code de la route en cette période de fête de fin d'année. Le point de cet accident est rapporté par notre correspondant Sam Conan. Nous revenons sur le sommet États-Unis-Afrique qui a d'ailleurs pris fin. La Côte d'Ivoire, qui a pris part, a saisi l'occasion pour vendre ses atouts commerciaux et économiques à travers le Forum Investir en Côte d'Ivoire. L'événement a réuni une 50aine d'entreprises américaines et des représentants de la Chambre de commerce américaine. On voit cela avec Michel Dicré. Solange Amichia, directrice générale du CPC, exhorte les hommes d'affaires américains à accroître leurs investissements en Côte d'Ivoire. L'Afrique aujourd'hui, c'est comme disent les Américains, it's the new frontier. C'est la nouvelle frontière où il faut venir investir parce que la population est jeune, toutes les infrastructures qu'on est en train de mettre en place et c'est le seul continent où aujourd'hui vous pouvez vraiment avoir une rentabilité assurée. Et donc, c'était un appel aux investisseurs de venir s'installer en Côte d'Ivoire et surtout transformer nos produits agricoles en première, deuxième, troisième transformation. La responsable de la structure en charge de la promotion de la destination business en terre ivoirienne a également rappelé que ces dernières années, le pays a bénéficié d'un accompagnement et d'une attention particulière des autorités américaines de premier plan. Intervenant à la clôture de ce forum, le Premier ministre Patrick Achi a vanté les mérites de la Côte d'Ivoire qui, depuis plusieurs années, s'est engagée dans la modernisation et dans la réforme des procédures liées aux investissements. Les objectifs principaux de notre gouvernement, comment nous pouvons aller aider chaque secteur à pouvoir être plus compétitif, pas seulement satisfaire les besoins du marché national, mais aussi conduire et mener à l'exportation. Afin d'arriver à cela, il faut en interne agir, apporter des changements. C'est ce que nous comprenons dans d'autres pays. Le chef du gouvernement ivoirien s'est aussi félicité de l'organisation de ce forum et de l'intérêt suscité à travers la mobilisation des hommes d'affaires américains, des leaders d'entreprises à qui il a tenu à donner des garanties. Le bureau anglo-saxon du CPC sera opérationnel dès le mois prochain et va les accompagner dans leurs projets d'investissement en Côte d'Ivoire.
Et autre point de l'actualité ici en Côte d'Ivoire, à l'Assemblée nationale, une séance plénière sur 13 projets de loi, au nombre desquels le projet de loi relatif à l'affacturage, le projet de loi sur la ratification relatif aux sanctions en matière de blanchiment de capitaux et de la prolifération des armes et plusieurs projets de ratification et conventions signés en Côte d'Ivoire. La séance a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et a réuni 165 députés sur 255. Le point avec Moussa Konaté. « 13 projets de loi soumis à examen à cette séance plénière, parmi lesquels 3 projets de loi présentés par la Commission des affaires économiques et financières, adoptés à l'unanimité. Il s'agit du projet de ratification portant régime des sanctions administratives en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes. Le projet de loi relatif aux infractions boursières sur le marché financier de l'UMOA et le projet de loi relatif à l'activité d'affacturage en Côte d'Ivoire. L'affacturage qui consiste en ce que si vous avez une créance, une banque puisse endosser cette créance et vous donner de l'argent par avance. Un bon mécanisme pour les PME, d'avoir de la trésorerie surtout pour leur épanouissement. Je pense que c'est une loi très intéressante. Elle se pratiquait, mais je crois qu'elle est maintenant bien encadrée maintenant avec cette loi. Avec la Commission des relations extérieures, ce sont 10 projets de loi de ratification de conventions également adoptés. Les textes concernent la sécurité maritime et la lutte contre le terrorisme. En signant des conventions avec les autres États, c'est se mettre à niveau et aussi s'engager ensemble à travers donc un certain nombre de mesures sécuritaires de haut niveau, telles que suivre, partager les informations, mais aussi cette possibilité donc de faire rapatrier des gens recherchés ailleurs pour faciliter en tout cas les enquêtes et toutes les mesures qui visent à prévenir nos États contre le terrorisme. Il y a eu des conventions internationales qui étaient en souffrance depuis très longtemps et qui avaient besoin d'être ratifiées. Il s'agissait notamment de la Convention sur le travail maritime, la Convention sur les ballasts et autres. En tout cas, beaucoup de tests maritimes qui vont permettre, bien entendu, aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de reprendre sa position favorite au niveau de la sous-région dans le domaine maritime. Les débats à cette séance se sont tenus pendant plus de 6 heures sous la conduite du président Adama Bictogo. Je voudrais vous saluer tous pour cet engagement républicain, mais surtout la qualité des interventions de ce jour, la pertinence des interventions, dénotant ainsi de la qualité des députés de notre institution, et c'est vraiment notre fierté. 165 députés sur 255 étaient présents à cette plénière. Et nous passons au dossier de ce journal. Ce soir, on fait l'état des lieux de la lutte contre le VIH-Sida. Après 10 années dans le rouge, le tableau est plutôt reluisant. Il affiche de grands espoirs. Si le sida fait moins peur ces années, le défi demeure. On le découvre dans ce dossier proposé par Serge Colléa. C'est le dossier Vidici de la semaine. Dans les locaux du Programme national de lutte contre le VIH-Sida, le ruban rouge est renversé depuis le 30 novembre 2018, un symbole fort. Le ruban rouge il symbolise la lutte contre le sida. Après plusieurs années de lutte, nous sommes arrivés à renverser la tendance de l'épidémie sida en Côte d'Ivoire. Le combat aura été long, la période de 2010 à 2020 décisive. Nous sommes passés de 4,7% de prévalence en 2010 à 1,9% à fin 2021. Deuxièmement, nous avons également observé une diminution du nombre de nouvelles infections enregistrées dans notre pays. Nous étions à près de 30 000 en 2010, nous sommes passés à 5 600 en 2021, soit une baisse de près de 77%. Concernant les décès également, nous sommes passés de près de 24 000 décès dits au sida en Côte d'Ivoire en 2010 à 8 800 décès à fin 2021. La pandémie est désormais sous contrôle. Les personnes vivant avec le VIH-Sida ont repris espoir. C'est le cas de Paul, dépisté séropositif à 12 ans, victime
de la transmission mère-enfant. Je déniais la maladie complètement. Et là, je refusais de prendre mes médicaments, je pleurais, je souffrais, moi seul. Je m'auto-stigmatisais. Et aussi, il y avait la stigmatisation des gens que je recevais au dehors. Paul, âgé de 20 ans aujourd'hui, est ambassadeur de l'ONG Alliance. Il est le porte-voix des adolescents et enfants malades du VIH-Sida. Actuellement, la médecine a évolué. Quand on prend le ARV, au-delà des 6 mois, tu ne peux plus transmettre la maladie. Tout te passe bien, tu vis ta vie normalement. Mais voici, ici, je suis en bonne santé, je ris à tout le monde, je cause à tout le monde. C'est juste une maladie et cette maladie ne m'empêche pas de faire quelque chose d'autre. Je dois prendre seulement qu'un comprimé chaque soir, c'est tout. Le thème choisi pour la journée mondiale 2022 s'intitule « Poussons pour l'égalité ». Il vise à favoriser l'accès de ces personnes dites populations clés, particulièrement vulnérables au VIH-Sida, à des services adéquats. Ce sont les homosexuels, les professionnels du sexe, les personnes transgenres, les détenus et les usagers de drogues injectables. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, le taux est descendu à 1,94, on a encore des taux qui avoisinent 7, 8, 10% au sein de ces populations. Ces populations se trouvent parfois isolées. Elles sont toujours confrontées à la stigmatisation, la discrimination, le rejet social. Et malheureusement, il n'y a pas de disposition légale qui protège de manière spécifique ces personnes. Les activités pratiquées par ces personnes font qu'elles n'arrivent pas à être exposées à nos messages ou elles n'arrivent pas à se rendre à l'hôpital, même quand elles sont malades, elles attendent d'être vraiment alitées avant de se rendre dans les structures de santé. Donc quand vous prenez la cible des travailleuses de sexe, des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, il faut se rendre dans leur site de rencontre. Il faut aller vers ces personnes avec des cliniques de nuit pour pouvoir leur offrir le service. Pour maintenir le cap dans le combat contre la maladie, de nouveaux défis se présentent et un des plus importants reste la lutte contre les inégalités. Ces personnes interagissent avec la population générale. Et tant qu'elles ne sont pas ciblées et que la prévalence n'est pas circonscrite au sein de cette population, l'atteinte des objectifs sera encore un échec. Si ces inégalités ne sont pas adressées, nous pouvons perdre le bénéfice des efforts réalisés au cours de ces 20 dernières années. Créée en 1994, l'ONG Espace Confiance s'intéresse à la population clé. Elle s'assigne pour mission la sensibilisation, le dépistage et la prise en charge médicale et psychosociale. Nous leur offrons le dépistage pour leur permettre de connaître leur statut sérologique. Bien entendu, la prise en charge du VIH pour ceux qui sont séropositifs. On a engagé des assistants sociaux, des psychologues et même des parajuristes qui entretiennent ces personnes-là pour les aider. Des centres dédiés à la population clé. Il en existe aussi une quarantaine dans le système sanitaire public. Le ministère ambitionne d'en créer davantage pour mieux traiter la question des inégalités. Vous imaginez, vous êtes gay et puis vous allez à l'hôpital et puis quand vous êtes assis, il y a des gens qui viennent par les portes de chaque bureau pour vous regarder parce que le message est déjà passé que il y a quelqu'un, viens voir la personne. Et donc, il y a tout un travail qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, la lutte contre le VIH n'est plus seulement médicale, mais elle prend aussi en compte l'aspect droits humains qui vise à lutter contre ces inégalités. De plus en plus, nous commençons à intégrer la prise en charge de ces personnes dans les structures publiques. Nous avons formé les prestataires de santé pour qu'ils aient un autre regard sur ces personnes et les prennent en charge comme tout patient qui vient en consultation. La lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire a enregistré des progrès considérables. La menace de la pandémie demeure cependant bien présente. Si les poches de résistance sont traitées efficacement, d'autres succès pourront être réalisés. Éliminer le VIH-Sida à l'horizon 2030 reste l'objectif majeur du ministère et de tous ses partenaires. Et nous parlons à présent de développement avec le nouveau visage de la ville de Boundiali qui a fait peau neuve.
La ville connaît un essor fulgurant depuis 2018. Cette ville de 92 792 habitants selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat. Aujourd'hui, un nouveau visage grâce au bitumage des voiries principales, l'éclairage public, l'adduction en eau potable, la construction d'écoles, la construction de maternités, l'aménagement de la préfecture, la construction d'un hôtel de ville en remplacement de l'ancienne mairie. En un mot, il fait bon vivre aujourd'hui dans cette cité du Dinguélé. C'est le témoignage de notre reporter Sephora Zegui qui était de passage dans cette ville située à plus de 600 km de la capitale, Abidjan. Boundiali a aujourd'hui un nouveau visage. Le marché qui n'existait quasiment pas a aujourd'hui 1 millier de locataires. Le développement amorcé par la ville aux collines jumelles suscite l'admiration des commerçants. Il n'y avait pas de bitume. Mais actuellement où on est là, en tout cas la mairie a changé. Où il n'y avait pas les bitumes, actuellement il y a les bitumes partout. Si le développement amorcé par Boundiali émerveille tant la population, c'est plus à l'avantage des transporteurs. En tant que conducteur, on aime un peu les économies. Vous voyez, une route qui est bitumée et puis une route qui n'est pas bitumée n'ont pas la même capacité de consommation du carburant. Vous voyez. Donc quand la voie est bitumée, la moto circule un peu facilement. La terre battue qui faisait office de route a laissé place au bitume. Toutes les artères de la ville se sont transformées en un laps de temps. Des routes de 2 fois 2 voies sont visibles. La préfecture a fière allure, les feux tricolores et lampadaires illuminent la ville. Des établissements scolaires ont vu le jour quand d'autres sont en construction. Ces infrastructures ont impacté positivement les activités socio-économiques. Je ne voulais pas faire mon atelier à Boundiali parce qu'à Boundiali, je peux dire que les gens avaient tendance à aller coudre les habits dans une autre ville. Mais à cause du fait que déjà madame est en train de faire tout pour qu'il y ait toujours de l'évolution à Boundiali, pour que de nouvelles personnes viennent travailler à Boundiali. J'ai dit, mais pourquoi pas faire comme madame et installer mon atelier ici. La cerise sur le gâteau, un CHR en construction. Ophtalmologie, médecine générale, neurologie, pédiatrie, maternité. Les bâtisses de toutes les spécialités sont déjà sorties de terre. Les travaux sont à 30% de réalisation. À Boundiali, c'est aussi l'état civil qui fait peau neuve. Les infrastructures que les cadres de cette cité apprécient à leur juste valeur. Quand tu rentres à Boundiali, tu sais que tu rentres dans une ville. Vraiment, je suis très content aujourd'hui. Boundiali va très bien. Je donne longue vie pour qu'on progresse plus. Ce bâtiment qui faisait office de mairie a cédé sa place à un hôtel de ville ultramoderne. Il sera inauguré dans peu de temps par le Premier ministre Jérôme Patrick Achi. Et Mariatou Kone, le maire de Boundiali, nous montre ses recettes. La clé du développement de Boundiali, c'est le président Alassane Ouattara. C'est à lui que nous rendons grâce, parce que c'est grâce à sa vision, qui est une vision inspirante, à l'instar de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Boundiali, chef-lieu, capitale de la Bagoule, est en train de se développer. Et nous bénéficions, comme toutes les autres contrées de la Côte d'Ivoire, Boundiali bénéficie des effets de la croissance économique que connaît la Côte d'Ivoire. Et Boundiali est la preuve vivante que toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Comme plusieurs autres villes de la Côte d'Ivoire, Boundiali est engagée sur la voie du développement. Cette ville regorge d'énormes potentialités culturelles, notamment ses collines jumelles qui sont un véritable atout touristique. Et le balafon, cet instrument intimement lié à la vie du peuple sénoufo. Il est désormais classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous atterrissons avec du sport. Le comité d'organisation de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire fait son bilan de la saison 2022. L'occasion pour ce comité de faire le point des avancées, des travaux, des infrastructures sportives et non sportives. Le rapport de Seydou Koulibaly et Esso Jean. Quel bilan à un an de la CAN 2023? Qu'est-ce qui reste à faire pour réussir l'organisation de la CAN en janvier 2024? Pour répondre à toutes ces questions, le COCAN s'est retrouvé à Bouaké pour un séminaire bilan de l'exercice 2022. Une rencontre de tous les acteurs impliqués dans la préparation de la CAN, réunissant les différentes commissions, qui a permis de faire un point de l'avancée des travaux d'infrastructures sportives et non sportives. Un bilan satisfaisant pour le ministre François-Albert Amicha, président du COCAN. Le bilan de 2022 nous paraît globalement positif. Positif parce que toute cette année, nous avons pu mettre en place
tous les instruments, tous les outils pour la préopérationnalité et l'opérationnalité du comité. Nous avons pu, au cours de cette année, normaliser les relations entre le comité local, le COCAN, et la Confédération africaine de football. Cela s'est soldé par la signature de l'accord pays et de la lettre de confirmation le 11 novembre dernier. Mais auparavant, une équipe du COCAN s'était rendue au Caire, au siège de la CAF, pour pouvoir s'imprégner véritablement de tous les outils légaux de coopération entre les deux structures. Mais entre-temps, nous avons déployé des équipes sur le terrain pour des visites techniques. Nous avons formé le personnel humain, composé généralement de jeunes issus de l'INJS ou de l'ONS. Nous avons procédé à des recrutements et nous sommes en train de préparer la phase opérationnelle de 2023. Au niveau des infrastructures sportives, les travaux des stades sont dans l'ensemble à un taux d'avancement de plus de 90%. À titre indicatif, les stades de Bouaké et de Yamoussoukro sont à 99% achevés. Korogo est à 81% et San Pedro à 82%, selon la directrice de l'ONS, Mme Yoda Mariam. Les stades de Korogo et San Pedro, dont les travaux de pelouse ont été retirés aux sociétés chinoises qui gèrent ces deux sites, seront livrés le 31 mars 2023. Les plateaux techniques au niveau de la santé et de la sécurité ont été présentés et montrent que les préparatifs de la CAN 2023 avancent bien. C'est une police moderne et une gendarmerie moderne qui répond aux standards internationaux. Nous avons pris des dispositions pour la prise en compte déjà pour faciliter les entrées sur le territoire, à l'aéroport et les frontières. Également la prise en compte de tous ceux qui viendront jusqu'à leur site d'hébergement, les sites d'entraînement et même les jeux de compétition, tout a été pris en compte. Près de 2500 stadiers sont attendus au niveau des volontaires, dont 600 pour le stade Alassane Ouattara de Bimpé. À un an de la grande fête du football ivoirien, le COCAN met les bouchées doubles pour offrir à l'Afrique la plus belle des CAN de l'histoire. Voilà, et c'est sur ce point que nous achevons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end sur RTI 1.